Ce lundi à Goma, des centaines de personnes ont appelé au départ de la MONUSCO. La mission des Nations Unies est présente depuis 22 ans en République démocratique du Congo. Cependant, les groupes rebelles prolifèrent dans l'est du pays, exacerbant la patience de la population meurtrie par près de 30 décennies d'instabilité. Cet appel à manifester contre l'inefficacité de la force onusienne, qui compte au moins 14 000 casques bleus, a été fortement suivi par la population. Les grandes artères de Goma ont été barricadées. Le siège local de la mission onusienne ainsi que sa base logistique située hors du centre de la ville ont été pris d'assaut. Des agents de la MONUSCO présents sur le site ont été évacués à bord de 2 hélicoptères. La police onusienne a usé de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention des militaires des forces armées de la RDC. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Le gouvernement congolais a condamné toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Il promet de poursuivre et de sanctionner les responsables. Le 15 juillet dernier à Goma, le président du Sénat a demandé à la MONUSCO de plier bagages pour n'avoir pas pu imposer la paix dans la partie orientale. Le plateau pour prendre la direction de notre ami Mwazoulou Diabanza, eh bien, on parle cette fois-ci de la République démocratique du Congo avec cette colère du peuple congolais contre la mission onusienne sur son territoire. Eh bien, il faut tout d'abord dire que nous n'encourageons pas la violence, nous sommes contre la violence. Mais cher Mwazoulou, est-ce que d'après vous, on peut essayer de comprendre ce désespoir, cette colère du peuple congolais, de cette jeunesse-là qui voit les siens mourir au jour le jour? Est-ce que d'après vous, on peut expliquer, tenter de comprendre cette colère de la jeunesse congolaise? Je pense que cette question est enracinée dans l'esprit et dans le cœur du peuple du Congo. Au-delà de la colère qui n'est qu'une expression, une manifestation d'une situation qui tire son terreau ou ses origines plus lointaines que ça. Nous étions en 1959, lorsque notamment l'Organisation des Nations Unies propose à la République démocratique du Congo, d'ailleurs à l'époque, à la veille de l'indépendance, qui n'était même pas encore un État, donc propose justement au gouverneur belge en République démocratique du Congo, dans ces territoires qui deviendra la République démocratique du Congo, d'ouvrir ses frontières. Parce qu'il y avait une marée humaine des populations venues du Rwanda, dont une partie est allée vers l'Ouganda, notamment le parent de Paul Kagame, et une partie est venue vers la République démocratique du Congo. C'est l'Organisation des Nations Unies qui demande justement aux autorités belges à l'époque au Congo, et particulièrement aux chefs et aux autorités locales dans l'est du pays. L'hospitalité africaine oblige ces populations reçues au Congo. On leur a donné des terres parce que vous savez que la population en majorité rwandaise est une population qui est composée des éleveurs, notamment et des agriculteurs. Donc on leur a donné des terres pour cultiver, mais aussi pour prêter leurs troupeaux. En 1961, la crise éclate. La République démocratique du Congo devient un État, accède à la souveraineté nationale et internationale. La crise éclate. Patrice Lumumba, premier ministre légitime du pays, fait appel aux forces onusiennes pour rétablir l'ordre. Le secrétaire général Dagan Marshall, qui a perdu sa vie, va prêter oreille justement aux demandes de Patrice Emery Lumumba. Il va trouver la mort entre la République démocratique du Congo et la Zambie, Andola, sous l'espace aérien dont l'avion n'a jamais atterri. D'ailleurs, le même sort que le président centrafricain Barthélemy Bokanda, par la volonté justement de cette minorité de forces obscures qui gouvernent l'ONU. La situation va être ce qu'elle était. La Belgique, avec la couverture de l'Organisation des Nations Unies, va déclencher une opération qui va justement aboutir, si vous voulez, à la sécession katangaise. C'est qui va morceler la République démocratique du Congo en plusieurs États, parce que c'est ça le plan qui est sous la table de la Belgique, la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vers les années 70 et 80, Jean Scram, un aventurier de grands chemins européens, viendra à l'est de la République démocratique du Congo pour confirmer cette approche occidentale de la balkanisation de notre pays. Et va proclamer justement l'indépendance de la République autonome de Kivu. Tous les médias occidentaux vont couvrir ces fous et ces bandits des grands chemins, parlant de lui comme un courageux, un héros qui est venu justement libérer le peuple du Congo. Venu en 1994, la République démocratique du Congo va vivre encore ce qu'elle a vécu en 1950.
l'Organisation des Nations Unies, alors que la guerre venait d'éclater au Rwanda, sous la complicité de l'ONU, notamment la MINUAR, avec des commandos belges et leur colonel canadien Raymond Dallaire, vont déclencher l'assassinat du président Juvenal Habyarimana Bonaventure. Je précise ici, il s'agit des casques bleus belges. Et cette situation va dégénérer avec le génocide rwandais qui va se transposer maintenant en République démocratique du Congo. L'ONU va demander au gouvernement de Léon Lubitsch Kengoa, dont à son temps Premier ministre, Premier commissaire d'État, d'ouvrir un couloir humanitaire, d'ouvrir les frontières de la RDC. Kengoa Dodo va demander à ce qu'il y ait l'ouverture d'un couloir humanitaire pour faire la sélection entre les militaires et les civils. La France, par l'opération turquoise, va refuser. Les États-Unis vont refuser. La Grande-Bretagne va refuser. Ce qui va entraîner certaines forces négatives, notamment des Interam et autres, sous les sols congolais. Cette situation est devenue ce qu'elle est devenue, permettant justement à Paul Kagame de trouver, si vous voulez, des prétextes pour justifier sa présence discontinue en République démocratique du Congo. Depuis 1994, l'ONU va prendre place définitivement en République démocratique du Congo. Placer ces pays sous tutelle administrative, sous tutelle politique et sous tutelle sécuritaire. La mission de l'Organisation des Nations Unies et de la stabilité au Congo, la MONUSCO, est passée en 2019 de 14 000 à 21 000 hommes présentes en République démocratique du Congo. Les femmes sont violées. Les femmes sont tuées, éventrées. Les hommes sont violés. Les petits garçons, vous savez, le comportement parfois désaxé de la plupart de ces militaires, venus notamment dans cette contingent de l'ONU. Et, si vous voulez, les écosystèmes de la République démocratique du Congo et l'environnement social, politique et économique du Congo en pâtit avec cette présence. La jeunesse et le peuple du Congo, à l'est de la RDC, voient tout ça. Le comportement des militaires onusiens, qui, vous savez que ces militaires-là sont payés avec des sommes parfois qui laissent à désirer, qui étonnent tout le monde. Distribuent des milliers de dollars et des centaines de dollars aux jeunes filles et aux jeunes garçons pour faire des ébats sexuels et des comportements condamnables. Participent justement à aider les rebelles, ces mouvements rebelles qui n'existent pas, je le disais autrefois sur les antennes d'Afrique Média. Ce sont des mouvements créés par des puissances occidentales et le Rwanda pour justifier le pillage de la République démocratique du Congo. Tant de décennies, pendant près de 20 ans que la MONUSCO est là, nous vivons ces situations. On nous interdit, je précise, on interdit à une grande partie de la population congolaise d'avoir accès à certains sites et à certains territoires, d'où se positionnent des forces de l'ONU. Et sur ces territoires-là, c'est là qu'il y a le pillage systématique de nos richesses. L'ONU fait croire à une insécurité permanente et à une folie, et qu'il faut vider et laisser vacant les territoires congolais. Le peuple voit ça. Et la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces mobilisations contre notamment la présence de l'ONU. Nous sommes au courant de ça. Beaucoup de forces locales nous ont sollicité depuis un moment en nous disant que nous sommes en train de poser des actions, mais rien n'aboutit. Alors, nous avons travaillé. C'est la raison pour moi d'abord de dire aux autorités congolaises, s'il faut chercher un responsable, moi, Zulu Diabanza fait partie parmi les responsables de ce soulèvement et de cette insurrection populaire. Donc, de laisser ces jeunes-là tranquilles et de venir nous chercher. Bientôt, je serai à Kinshasa pour répondre, s'il est faux, à ces accusations. J'en assume la responsabilité, ma part, pas l'entière responsabilité, mais ma part des responsabilités, en étant parmi ceux qui, aux côtés des autres camarades, ont réfléchi pour l'aboutissement de cette œuvre-là. Donc, j'en arrive pour dire, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est que le porte-parole de l'ONU déclare devant les zones médiatiques du monde que la MONUSCO n'a pas le moyen justement de faire face à ces groupes parce que ces groupes utilisent des armes sophistiquées plus que la MONUSCO. C'est insulter le peuple du Congo. Vous nous avez demandé de faire une mission d'observation et de stabilité, je précise, au Congo, avec tous les engins qui nous ont amenés là-bas. Et 20 ans après, vous nous dites que non, nous n'avons pas les éléments ou les moyens qu'il faut pour lutter à ça. Alors, quelle est la raison de votre présence? Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui notre prise de position. Mais au-delà de ça, la République démocratique du Congo a été placée sous tutelle de l'ONU depuis 1960.
depuis 61 de l'assassinat de Dagan Marshall. Ces pays aujourd'hui dépendent de ces puissances-là qui ont créé une sorte de syndicat des intérêts, de défense des intérêts du Congo, privant ainsi la République démocratique du Congo de jouir des attributs même de souveraineté de ces pays. Donc aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, nous sommes en train de nous préparer maintenant à Beni, parce que les images que vous balancez, c'était à Goma. Nous allons déclencher le deuxième mouvement à Beni, et nous le ferons dans toutes les villes jusqu'à ce que l'ONU va quitter définitivement. Et c'est ce que nous demandons à l'ONU. Une grande partie de personnel et de militaires onusiens sont maintenant du côté du Rwanda et de l'Ouganda. C'est là qu'il y a le problème. Donc, ils doivent rester entre les frontières ougando-congolaises et rwando-congolaises. Mais du côté du Rwanda et de l'Ouganda, pour empêcher les forces de Rwanda, les forces de Paul Kagame, de faire leurs incursions en République démocratique du Congo pour déstabiliser et piller ces pays. Voilà la mission que nous leur assignons. Et c'est compréhensible vu les éléments que j'ai mis à disposition et à la lumière de tout le monde. Il est aujourd'hui compréhensible que le peuple du Congo puisse répondre le leadership de ces politiques de défense et de sécurité. Parce que le gouvernement congolais semble être incapable, l'ONU semble être impuissant. Donc, il en revient maintenant à ces peuples-là qui souffrent et qui subissent justement les exactions de ces groupes au nom des richesses immenses que regorge la République démocratique du Congo. On a transformé ces beaux pays à un cimetière à ciel ouvert. Donc, le moment est venu de mettre fin. Ce que le gouvernement congolais peut faire, c'est à travers de faire voter une loi qui sera une sorte de moratoire interdisant l'exploitation des richesses stratégiques, des matières premières stratégiques, afin de permettre à notre peuple de souffler. Donc, c'est compréhensible pour répondre maintenant à votre question. Et nous souhaitons que ces mouvements soient portés par toute la jeunesse panafricaine parce que nous allons nous aligner à Paris avec les jeunes du Mali dans une manifestation panafricaine parce que la MINUSMA aussi doit plier ses bagages. Donc voilà ce qu'en est la détermination et les volontés qui aujourd'hui légitimes accompagnent les revendications du peuple du Congo de voir la MONUSCO faire ses valises. Je reviens donc vers vous, Mwazulu Diabanza. Il est vrai que la galaxie panafricaine porte bien sûr le combat de la jeunesse de la République démocratique du Congo, car le combat pour la libération du continent africain de toutes les forces militaires étrangères, de toutes les bases étrangères, est bien sûr un combat primordial. Eh bien, Mwazulu, est-ce que d'après vous, ou bien est-ce que pour vous, le fait que Joseph Kabila Kabange revienne au pouvoir pourrait être un début de solution contre les massacres multiples qui se perpétuent du côté de la République démocratique du Congo? Je voudrais d'abord me pencher sur un élément soulevé par notre frère Jonathan sur la composition des populations qui, en ce moment, risque de poser problème. C'est un danger qu'il a soulevé vraiment que je m'aimerais insister dessus sans pour autant avoir de l'invective sur cette catégorie de population. On remarque dans le casque bleu, Linda le disait aussi, qu'il y a beaucoup de populations venues justement du Pakistan, de Bangladesh, et de tous ces contrées-là, de tous ces périmètres-là. Ces populations, ils sont restés pendant près de 2 décennies dans ces périmètres-là. Et pas plus tard que quelques mois passés, Paul Kagame est allé signer un accord préalable avec le gouvernement britannique pour ramener des populations justement réfugiées dans ces périmètres de l'Est, donc au Rwanda, qui, on le sait bien, ils seront poussés vers ces périmètres de l'Est. Donc, parmi ces populations réfugiées, il y a aussi une grande partie de cette catégorie de populations afghanes, pakistanaises, syriennes. Donc, on voit justement, il y a une prévision de la concentration d'une population cosmopolite autre que les populations autochtones du Congo qui sont successivement massacrées, qui sont poussées justement à abandonner ces périmètres et ces contrées. Donc, c'est un danger pour lequel il faudrait que l'Afrique, justement, hausse le ton, hausse la voix sur cette approche notamment déguisée, Linda l'a souligné, de puissances occidentales, notamment de 3 puissances membres permanents du Conseil de sécurité, mis à part notamment la Russie et la Chine, donc les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne, qui sont à la manœuvre justement de cette situation, de l'élargissement des forces de l'OTAN pour assujettir définitivement la République démocratique du Congo, à qui on empêche justement de fonctionner comme un réel État. Quant à ce qu'il en est de la question principale du retour de Joseph Kabila au pouvoir, vous savez, dans ce combat panafricain, je me suis toujours
positionner comme étant un militant qui porte les idéaux, qui porte les visions. Ma détermination la plus absolue, c'est de continuer ces combats menés par Mouzé Laurent Désiré Kabila, le père, par Patrice Lumumba, par Pierre Mouleli, par Kimbangu. C'est un combat de l'émancipation véritable de la République démocratique du Congo, de toutes ses forces. Ces questions impliquent des questions fondamentales, spirituelles, culturelles, politiques, économico-sécuritaires, qui nous permettra justement de pouvoir sortir de cet état. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la République démocratique du Congo est considérée comme un réservoir. La concentration de toutes les richesses planétaires au Congo fait de ces pays justement voulu, notamment par la conférence de Berlin de 1884, un réservoir de puissance occidentale. Je rappelle que la famille Rockefeller avait créé, et d'autres familles européennes ont créé un syndicat de défense des intérêts du Congo qui a abouti à la création de l'État indépendant du Congo sans l'aval, sans l'implication du peuple du Congo. Le roi des Belges se comporte comme, jusqu'à preuve du contraire, toujours les gestionnaires ou le propriétaire de cette boutique qu'il considère le Congo qu'on lui a remis par l'Occident. Donc, c'est porter les visions, porter les idéaux panafricains, les idéaux panafricanistes et les luttes d'émancipation et de liberté vraies de notre peuple qui permettra la libération et non le retour de Joseph Kabila. Joseph Kabila, si vous voulez mon avis sur ça, sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila est l'élément qui a permis justement les situations qui se passent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Son incapacité justement de permettre à son armée qu'il a constituée, notamment par les brassages des éléments rwandais, parce que c'est ça l'imposition de Paul Kagame. Je me retire à condition que vous brassez les éléments rwandais au sein de l'armée congolaise. Ce qui permet aujourd'hui, dans l'appareil sécuritaire et militaire du Congo, on retrouve justement des Rwandais partout. La preuve, James Kabarebe, qui a été chef d'état-major en République démocratique du Congo, s'est retrouvé chef d'état-major au Rwanda. Donc, il y a justement l'implication de Joseph Kabila avec sa stratégie de brassage de plusieurs forces armées qui a détruit l'appareil sécuritaire du Congo et infesté cet appareil de l'intérieur même. Ce qui devient aujourd'hui impossible de mettre sur pied une armée congolaise fondamentale. Sur le plan économique, Joseph Kabila a détruit tous les tissus économiques en détruisant toutes les entreprises de la République démocratique du Congo. Je dis bien toutes les entreprises étatiques, en créant des micro-entreprises privées dont lui et une grande partie de sa bande sont propriétaires. C'est connu et c'est su de tout le monde. Un enrichissement vertigineux de la part de ceux qui l'ont accompagné, qui a fait qu'ils ont trahi la volonté de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, sur le plan sécuritaire, politique, j'allais dire. Nous avons vu comment Joseph Kabila a dirigé avec le PPRD, avec une stratégie de soudoyer, de corrompre les autres partis politiques et de jouer à ce qu'on a appelé notamment la technique des débauchages. Quand il en est de Jean-Pierre Bemba, mon ami faisait allusion aux accords signés notamment à Santiti, qui a permis justement à Jean-Pierre Bemba de déposer les armes. Mais c'est faux. Dans la réalité politique du Congo, lorsque nous sommes allés au dialogue intercongolais, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila sont sortis de la salle principale, c'est-à-dire des assises congolaises, pour aller à l'hôtel Cascade signer un accord de partenariat et de partage du pouvoir. L'opposition congolaise non armée, à l'époque incarnée par Étienne Tshisekedi, avait permis justement de contrecarrer lorsque eux ont créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde, avec le RCD d'Azarès Rouberois, qui a conditionné le retour aux discussions de dialogue intercongolais et aboutir à un accord qu'on a appelé l'accord global et inclusif. Sur le plan politique, il n'est pas totalement un exemple. Je comprends bien, tant bien que mal, 18 ans, on sait que le bilan de Joseph Kabila sur tout le plan est largement négatif. Sur tout le plan, et tous les Congolais le savent. Je ne pense pas que le retour de Joseph Kabila soit l'élément central pour permettre justement le retour de la stabilité. Si Joseph Kabila, en tant que fils de l'Afrique et en tant que citoyen du Congo, peut permettre justement de contribuer au retour de la stabilité par son expérience ou par, je dirais, son approche dans d'autres, son approche diplomatique, notamment son axe qu'il a développé avec la Chine et la Russie, peut être un apport considérable et pesé au retour de la paix. Je souhaiterais qu'il participe justement d'une manière ou d'une autre à la construction d'une pensée politique qui permettra au retour véritable de la stabilité, parce que
c'est une affaire de tous les Africains, c'est une affaire de tous les Congolais. Et je ne me vois pas exclure un ancien président dont l'expérience pourrait permettre justement de consolider le retour de la stabilité et de la sécurité tant espéré et tant voulu justement par le Congolais, mais aussi par l'Afrique qui attend beaucoup du décollage de la République démocratique du Congo pour son essor et son développement économique. Zulu Diabanza, d'après vous donc, comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Est-ce que ce pays doit continuer à être dirigé par des politiciens ou bien pour vous, des militaires doivent prendre le relais pour permettre à la République démocratique du Congo de se stabiliser? Si pour vous, vous pensez que les hommes politiques doivent continuer à diriger la République démocratique du Congo, qui d'après vous pourrait reprendre le flambeau et permettre la stabilisation de ce vaste et riche pays qu'est la RDC? L'avenir du Congo est très beau, comme le disait Patrice Emery Lumumba, à la seule condition que la jeunesse et le peuple du Congo réparent une erreur. C'est un devoir que le professeur politique de tout le temps de notre pays, Lumumba, nous a laissé. La reconquête de la souveraineté et l'indépendance qui a été volée. Si l'on veut le développement véritable et un avenir radieux pour notre cher et beau pays et pour notre mère patrie, l'Afrique, il faut aller continuer la lutte de l'émancipation, de la souveraineté et de l'indépendance. C'est ça qui inscrit notamment la jeunesse panafricaine de venir jouer maintenant son rôle et sa partition. Je ne crois pas à la classe politique congolaise. La classe politique congolaise dans son ensemble est une classe politique à quelques exceptions près, notamment de corrompus de première échelle. Et c'est sur ça même, c'est là que la communauté, la soi-disant et la fameuse communauté internationale a développé ces réseaux mafieux pour recruter justement ceux qui vont hypothéquer. Les militaires congolais, je ne pense pas, nous n'avons pas peut-être la bénédiction d'avoir Assimi Goïta ou d'avoir le capitaine Thomas Sankara. Si cela arrivera un jour, qu'il y ait un militaire qui porte les aspirations profondes, notamment du peuple du Congo et les idées panafricanistes, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut une stabilité pour ces pays. Et la stabilité, le chemin d'une élection véritable organisée par le peuple du Congo et non tricotée par la communauté internationale, serait une approche d'aller dans ce sens. Mais moi, à ce que je dirais, depuis un moment, nous nous sommes préparés. Et moi-même, personnellement, je me suis préparé longuement tout au long de ma jeunesse que j'ai sacrifié justement pour ces combats. Aujourd'hui, près de 30 ans et de 25 ans que je suis dans les rues du monde, de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques pour porter la voix de la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. L'heure est venue pour moi, c'est que nous appelons l'heure du Congo, l'heure du Grand Congo, en commençant par la réunification de nos frères qui sont dans les Antilles et dans les Caraïbes, pour répartir maintenant en République démocratique du Congo et inverser le système politique qui est mis en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que la classe politique à laquelle vous faites allusion est un héritage, notamment de la colonisation belge. Cette classe politique est remplie de ce qu'on appelle au Congo les matriculés, les immatriculés, c'est-à-dire les gens qui ont été cooptés et considérés comme des évolués. Vous voyez, ce sont les mêmes enfants, les enfants des Bemba, les enfants des Tshisekedi, les enfants des Intel, les enfants des Kisimbangoy, les enfants des Mobutu. Ce sont ces mêmes enfants qui reviennent parce que leurs parents, lorsque le président Kasavubu avait choisi les manifestes du Congo, du nationalisme Congo, pour dire l'indépendance inconditionnelle et immédiate du Congo, les autres ont choisi les manifestes de la conscience africaine parrainés par son éminence, le cardinal Madoula, c'est-à-dire de faire allégeance à la classe politique belge et de se soumettre à la Belgique. Donc c'est ça qu'il faut rompre définitivement. Il faut inverser cette tendance où les enfants, comme on dit au Congo, les enfants des X, Banaya, reprennent encore le règne du Congo. Il faut l'émergence d'une véritable élite politique panafricaniste dans lequel nous comptons participer pour inverser ces systèmes mafieux imposés dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, qui, comme le disait le président Kwame Nkrumah, servira justement de leitmotiv pour le développement économique de l'Afrique. Et elle avait résumé, France Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Voilà pour moi les perspectives de ce qui en vient. C'est pourquoi nous avons décidé que cette année 2023 qui va commencer est une année notamment de la conquête du pouvoir, d'où nous participerons avec toutes les forces émergentes panafricanistes. C'est pourquoi nous voulons le soutien de toute la galaxie panafricaniste pour aller dans la reconquête de ces pays, afin de mettre au service du panafricanisme et de l'axe de développement véritable de l'Afrique, ces beaux pays qui traînent depuis son accession à l'indépendance. Mwazoulou, qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir de la République démocratique du Congo actuellement, en 2 minutes? C'est la détermination de tout un peuple de faire un pour un idéal commun.
celle de la reconquête de notre souveraineté, de notre indépendance véritable. Le peuple du Congo doit savoir le rôle ô combien important qu'il est appelé à jouer pour la stabilité de l'Afrique et le développement de notre mère patrie, l'Afrique. Et la galaxie panafricaine, nous comptons sur vous pour ces soutiens indéfectibles, comme la galaxie a su toujours le faire, afin de nous permettre justement, comme le disait le frère Jonathan, que nous soyons au cœur de la refondation et de la construction d'un nouveau Congo qui fera justement de notre mère patrie, l'Afrique, une puissance incontournable dans les affaires du monde.